Voilà, donc bonjour, effectivement je m'appelle Dominique Riel. Je travaille au sein d'une intercommunalité, un regroupement de communes qui s'appelle le Pays Voironnais, qui se trouve à l'entrée de Grenoble à l'ouest. Et depuis une petite dizaine d'années, puis plutôt une petite quinzaine d'années, ce territoire a adopté dans sa stratégie de développement économique le développement d'un écosystème, d'une filière autour du sport, de la santé et du bien-être. Alors je vais, du coup, pourquoi... Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas comme prévu, c'est toujours la même histoire, c'est pas grave, vous voyez, c'est pardon ? Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Voilà, donc on va sortir un peu du domaine que vous avez eu depuis ce matin. Vous avez eu pas mal de présentations très technologiques. Et on va passer effectivement dans une présentation sur une stratégie de développement économique d'un territoire. Voilà. Donc toute cette histoire en fait a commencé en 2004 lorsque Quicksilver a racheté le groupe Rossignol. Et quand cette entreprise a racheté ce groupe industriel, ils ont remis en question le positionnement de leur siège social sur le territoire. Alors vous imaginez bien que quand un groupe qui emploie 300 ou 350 personnes dit « Ah ben, peut-être que je vais changer d'endroit et je vais me repositionner », toutes les forces vives qui concourent au développement économique s'attachent à faire en sorte que cette entreprise reste, parce que c'est des emplois, c'est de la richesse, et c'est aussi de l'image pour le territoire. Donc dans les négociations, il était ressorti que les gens de Rossignol et derrière les gens de Quicksilver considéraient qu'ils n'étaient pas très bien entourés, ils se sentaient un peu perdus tout seuls au milieu de nulle part sur le territoire du Pays Voironnais, parce qu'il y avait finalement, ils trouvaient qu'il y avait assez peu d'entreprises de ce secteur autour d'eux. Et donc l'un des engagements du territoire, c'était de dire, bah, écoutez, on va, pour répondre à ce sentiment, on va favoriser le développement d'une filière sur le développement économique. Et il me manque quelque chose, parce qu'en fait, voilà. Et du coup, cette démarche-là, en fait, elle a, engagé le territoire dans une logique de développement économique et dans une logique de développement de filière assez verticale. Parce que du coup, qui dit développement de filière, signifie plutôt un développement de filière un peu vertical avec des fournisseurs et des clients. Donc c'était plutôt une logique assez verticale. Et l'approche du Pays Voironnais là-dessus, ça a été plutôt une approche liée au développement immobilier. Et cette démarche a duré 4-5 ans. Elle a été très difficile à mettre en œuvre. Elle n'a même pas vraiment fonctionné pour des raisons liées au marché de l'immobilier plus qu'à la stratégie. Et du coup, en 2010, il ne s'était pas passé grand-chose. Et en 2010, en fait, à la faveur de rencontres, comme toujours, le territoire a décidé de changer sa stratégie et plutôt que d'avoir une démarche verticale, d'avoir une démarche horizontale et plutôt que de développer une filière, développer un écosystème. Donc à partir de là, il fallait savoir de quoi on parlait exactement et surtout il fallait commencer à poser une première pierre. Et donc cette première pierre, c'est ce que vous a dit Fabrice, en fait ça a été l'événement InnoSport parce qu'il fallait que le territoire reflète et une image liée au sport. Donc du coup on a commencé par développer un événement qui portait deux choses comme image. D'abord, cet événement a permis raccrocher le territoire à une logique d'innovation, ce qui n'était pas du tout fait auparavant, en tout cas d'un point de vue de la communication. Il y avait un certain nombre de centres de recherche sur le territoire, mais finalement, dans le discours et dans la communication, il y avait assez peu de choses qui ressortaient. Et du coup, le fait de développer un événement autour de l'innovation, en l'occurrence l'innovation dans le sport, eh bien, ça a permis au territoire de s'exprimer dans le champ de l'innovation et de s'approprier effectivement un nouveau champ de communication autour de ça. Donc ça a été la première démarche et le lancement de cet événement préfigurait ce qu'il s'est passé derrière depuis 6 ans. C'est-à-dire que
on a lancé un événement, donc c'était une succession de conférences avec un certain nombre d'animations autour de ces conférences. Et du coup, au lieu plutôt que de faire une conférence sur l'innovation technologique dans le monde du sport, hein, globalement c'est ce que vous avez un peu vécu aujourd'hui, où on vous a présenté une multitude d'innovations technologiques, on a eu une double approche. On a dit non seulement on va parler d'innovation technologique, mais on va parler d'innovation par les usages. Et l'idée c'était de faire le lien entre l'innovation par les usages et l'innovation technologique, ce qui était à l'époque un peu innovant, parce que finalement, dans le monde universitaire, l'innovation par les usages, c'est peut-être quelque chose d'assez courant, mais dans le monde économique, c'est pas aussi courant que ça. Et du coup, pour les industriels, c'était une approche tout à fait innovante. Donc voilà, donc ça a été effectivement une étape. Alors en dehors de la conférence, il y avait des concours d'innovation, il y avait un showroom, il y a des rendez-vous d'affaires. Et cette conférence, elle a pris sa place dans le concert des événements régionaux, puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment dans la logique d'événements business to business, c'est le seul événement sur l'innovation dans le sport dans la région Rhône-Alpes. Et il fait un peu référence à tous les gens qui sont de près ou de loin porteurs d'un projet d'entreprise dans ce domaine-là. Connaît cet événement. Donc il y a Axel Pitet tout à l'heure qui vous a présenté son projet, a participé à InnoSport 2017. Il était même lauréat, je ne sais pas s'il l'a cité, donc vous pouvez le féliciter. Voilà, donc ça a été la première étape. Et puis après, les choses se sont un peu enchaînées. Donc en 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Bernard Laporte a décidé de se séparer des infrastructures d'un certain nombre de CREPS, dont celui de Voiron. Et du coup, là, la collectivité a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse partir et on laisse l'État le vendre sur un projet qu'on ne va pas maîtriser, ou est-ce qu'on a une stratégie autour de ça et on le rachète nous et on se l'approprie? Et du coup, là, la collectivité a dit on va le raccrocher à notre stratégie de développement économique sur le sport et on va faire en sorte de maintenir les fonctions d'origine du CREPS, qui était l'accueil du mouvement sportif, la formation, et en plus, on va lui donner pour mission aussi de se rapprocher du monde de l'économie. D'accord ? Donc, à ce moment-là, le pays voironnais a racheté avec l'aide de la région et de l'État ce site. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le CREPS de Voiron, c'est un site de 17 hectares sur lequel vous retrouvez un certain nombre d'équipements de pratique qui vont de salles de basket, de terrains d'athlètes, de terrains de rugby, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses que... voilà, il y a les murs d'escalade indoor, outdoor, il y a aujourd'hui... À l'époque, il n'y avait pas ça, mais effectivement, aujourd'hui, comme on nous l'a présenté, il y a effectivement deux murs d'escalade, un mur de vitesse et un mur de difficulté. Voilà, donc il y a beaucoup d'équipements de pratique sur le site. Et à côté de ça, il y a aussi des équipements qui sont intéressants, parce que du coup, il y a un auditorium, il y a des salles de cours, il y a un système de restauration, et il y a surtout de l'hébergement. Voilà. Et du coup, le Pays voironnais, pendant 5 ans, s'est efforcé de réhabiliter cet ensemble immobilier, qui n'était pas en très bon état, pour le remettre au goût du jour. Et puis une fois que les investissements ont été réalisés, ou en tout cas simultanément à la réalisation des investissements, il fallait aussi maintenir l'activité sur le site. Et du coup, là, le Pays voironnais a trouvé un exploitant. Bon, il s'est trouvé que c'était un ancien du CREPS qui connaissait bien le site, qui s'en est occupé. Et du coup, avec lui, le territoire a signé un bail emphytéotique qui permet aujourd'hui de disposer du site et de l'exploiter le mieux possible en coopération avec le territoire. Attendez, parce que du coup, là, j'ai pris quelques petites notes pour rien oublier. Voilà. Et surtout, voilà, donc depuis, les choses sont à peu près réglées. On a continué la stratégie d'investissement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des équipements, mais on a poursuivi cette stratégie. On vient de terminer la construction d'une salle de badminton qui est un très bel équipement que je vous engage à aller voir, parce que non seulement d'un point de vue architectural, c'est
un bel objet. Et qui plus est, c'est sans doute le plus bel équipement d'Europe, puisqu'on est simultanément on est capable d'avoir 9 cours de badminton sur le même espace, plus un certain nombre d'autres facilités pour la pratique d'autres activités sportives. On a construit d'autres équipements que nous a demandé l'exploitant. On continue de discuter avec eux, en particulier dans le monde de l'escalade. Il y a des discussions pour de nouveaux aménagements, considérant que, comme vous l'avez rappelé ce matin, la fédération a installé le pôle France et il va y avoir effectivement, c'est sur Voiron que vont se préparer les équipes nationales qui vont nous représenter au JO de 2020 et de 2024, je pense. Donc voilà, le territoire accompagne le développement de ce site. Voilà. Et puis sur la partie développement économique, même chose, à côté de la salle de badminton, on vient de construire 2500 mètres carrés de bureaux, ce qui nous a permis de maintenir la présence de la partie administrative du CREPS, puisque effectivement, même si aujourd'hui ils ne gèrent plus les équipements, ils continuent d'être présents parce qu'ils ont quand même une activité de formation au titre de leurs compétences, et qu'il faut l'administrer, l'organiser, etc. Donc on les accueille. Et puis évidemment, ces bureaux, ils étaient dans la logique de comment on fait pour rapprocher les entreprises du monde sportif. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à cette année. Et pas que j'oublie, voilà. Donc aujourd'hui, le site est géré. Il y a déjà un certain nombre d'entreprises. Par exemple, vous avez des entreprises comme comment il s'appelle, ABK qui fabrique des vêtements climbing wear. Il y a des gens qui fabriquent et distribuent des chaussons qui s'appellent EB. Il y a une entreprise qui s'appelle NetQuattro qui a une partie de ses activités et qui va déplacer son siège social sur cet espace. Voilà. Donc en fait, sur cet ensemble, il y a de nombreux intervenants. Il y a bien évidemment le gestionnaire, les entreprises. Et du coup, on a créé une association d'utilisateurs de manière à coordonner en fait à la fois la vision que chacun d'eux a, de manière à ce qu'ils aient une vision commune et qu'on aille tous dans le même sens, et puis que effectivement cette association règle les différentes approches qui peuvent se trouver. Voilà. Et il se trouve que le président de l'association est dans la salle. Voilà, donc je vous présente Serge Buisson, qui est le président de l'association des utilisateurs du site de la Brunerie. Et voilà, donc ça a pris du temps, parce que vous imaginez bien qu'on a investi globalement sur la réhabilitation du site à peu près 10 millions d'euros, et sur la construction des 2 bâtiments entre la salle de badminton et les 2500 mètres carrés, aussi 10 millions d'euros, donc ça fait 20 millions d'euros d'investissement. Et 20 millions d'euros d'investissement, ça ne s'organise pas, surtout pour une collectivité comme la nôtre. Hein. Quand l'État investit, c'est un peu différent. Mais sur une collectivité comme la nôtre, 20 millions d'euros d'investissement, ça prend du temps. Donc voilà, aujourd'hui on arrive au terme, la salle de bad nous est livrée et du coup les locaux tertiaires aussi. Voilà, donc ça c'était la partie, on va dire, un peu historique de l'histoire. Et surtout, donc, alors, je sais pas, il me reste combien de temps ? Un quart d'heure pour tout avec les échanges. Un quart d'heure pour tout avec les échanges, donc je vais essayer d'aller vite. Depuis le début de l'année, en fait, le territoire a décidé de transformer ce qui était jusqu'à maintenant qu'un événement, que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, qui s'appelle InnoSport, en un dispositif plus large qui va embrasser un peu la stratégie de développement économique du territoire, sous la forme d'un accélérateur d'innovation. Donc on va plus vite et on va essayer d'aller plus fort. Donc la première démarche sur la création de cet accélérateur, c'est qu'il va y avoir d'autres... alors je vais vous mettre un petit schéma qui, j'espère, va vous permettre, si j'arrive à reprendre la main sur ce truc, voilà, de comprendre de quoi je parle. Voilà. Vous n'arrivez pas à le lire, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je vais, alors attendez voir, est-ce que je vais arriver à l'agrandir et à le basculer ? On va essayer d'aller vite. Bien sûr, ça ne marche pas, sur le côté, ça marche. Non, bah écoutez, on va essayer de faire au mieux avec ce que je peux vous offrir là. Donc cet accélérateur d'innovation, en fait, l'idée c'est de reprendre
ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que toute cette démarche, elle repose sur la volonté, sur une stratégie de développement économique, sur une partie de stratégie de développement économique. Et du coup, pendant 5 ans, cette stratégie, elle s'est affinée. Et aujourd'hui, on a 2 axes sur cette stratégie. Le premier, c'est favoriser le développement des entreprises qui existent sur le territoire. Et le deuxième axe qui me semble être le plus fort, c'est favoriser le développement des jeunes entreprises, des start-up, qu'elles soient déjà sur le territoire, qu'elles viennent de la région urbaine grenobloise ou qu'elles viennent de l'extérieur. Donc, à partir de là, on a essayé de réfléchir à quels sont les services qu'on pouvait proposer à la fois aux entreprises existantes et qui n'existaient pas sur le marché, et puis comment on pouvait accompagner et favoriser au mieux la venue des jeunes entreprises. Donc on a décliné ça de 2 manières différentes. Concernant les entreprises existantes, on a cherché en fait à développer des services mutualisés. Et parmi ces services mutualisés, aujourd'hui, on a 3 éléments qui sont identifiés. On a en projet un atelier de prototypage textile pour les textiles techniques, parce qu'en fait, comme vous le savez, l'univers de l'industrie du textile est parti en Asie depuis 40 ou 50 ans. Donc aujourd'hui, quand les textiles évoluent, c'est pas chez nous que les technologies se mettent au point, ça se passe en Asie. Et en tout cas, c'est eux qui s'approprient les modes opératoires pour les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, quand un Rossignol, un Petzl, un Salomon ou je ne sais pas qui veut développer un millet, veut développer un produit, il fait la conception, le style ici, ils partent en Asie, ils font faire un proto, ils reviennent, on leur envoie le proto, ils font le fitting ici, qui renvoie là-bas. Enfin, c'est un cirque d'enfer, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est pas efficient et c'est pas efficace. Donc toutes ces démarches en plus, on n'a pas inventé des choses, c'est-à-dire qu'on est allé rencontrer les entreprises et on les a fait parler. Et globalement, ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est le résultat des discussions qu'on a pu avoir avec elles. Donc le premier élément, c'est cet atelier de prototypage textile. Le deuxième élément, c'est un laboratoire de formulation de recettes pour la nutrition des sportifs. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais ça, c'est notre ami Axel qui nous l'a soufflé. Pas du tout. C'est une entreprise du territoire, c'est Net Quattro qui se développe sur ce champ-là et qui avait prévu cet élément dans la construction de son nouveau siège. Sauf que, effectivement, un laboratoire de formulation de recettes, ils ne vont pas s'en servir tous les jours. Et du coup, l'idée de mutualiser cet équipement avec d'autres, c'est eux qui l'ont eu, c'est eux qui l'ont proposé. Et du coup, on l'a intégré dans la démarche d'Innosport en tant que service mutualisé. Et puis, ici, alors il n'est pas là-dedans, mais ça appartient à la même logique. Nous avons, alors je dis nous, mais il y a un élément que j'ai oublié parce que du coup, dans ma présentation, c'est de dire que quand on a racheté le Krebs, en fait, on a fait faire une étude de définition pour savoir comment on allait tout réorganiser. Et cette étude de définition nous a fait ressortir l'idée qu'il fallait installer sur le site un Living Lab. D'accord ? Alors, à l'époque, il n'y avait pas usage, mais il y avait Living Lab. Donc ça, c'était effectivement en 2011. Et du coup, en 2000, pendant tout le temps qu'on a pris pour réhabiliter le site, le reconstruire, l'embellir, etc., parallèlement, on a mené un travail pour, comprendre ce qu'était réellement un Living Lab. Nos signal, ça y est. Ce qu'était réellement un Living Lab, comment on pouvait le mettre en œuvre, quel était l'état de l'art en Rhône-Alpes et quelle allait être entre guillemets la concurrence, comment ça allait fonctionner et comment on allait l'exploiter. Donc aujourd'hui, on est un peu arrivé au bout de cette réflexion et donc le Living Lab usage fait partie des services mutualisés qu'on va proposer. Et puis après, ici, on va rentrer dans l'offre de services qui est plus destinée effectivement aux jeunes entreprises. Donc là, l'idée, c'est de bosser avec elles et leur offrir un certain nombre de produits sur, d'abord, être l'interface entre elles, ces jeunes entreprises, et les offres qui sont proposées par la région Rhône-Alpes. Tout à l'heure, Malek nous disait que c'était compliqué, que ce n'était pas les mêmes logiques, etc. Le rôle de structure comme celle-ci, c'est effectivement de faire l'interface et de faire en sorte que quand la région s'exprime, nous, on attrape les propositions qu'ils font et les aides qu'elles proposent, et puis on essaie de les traduire et de les proposer, de les mettre en œuvre pour que les jeunes entreprises en profitent au mieux.
Donc l'idée, c'est d'être un peu donc, un guichet BPI. Pareil, BPI, ils ont certain nombre, pour ceux qui sont dans le monde de la création d'entreprise, ils ont une offre autour de l'accompagnement et du financement des entreprises qui est très importante. Et du coup, l'idée, c'est d'être un peu l'interface. Et puis évidemment toutes les autres aides qui vont... voilà. Et du coup, derrière, là on envisage de travailler sur la création d'un fonds d'investissement dédié au sport et d'accompagner l'ensemble par de l'ingénierie financière sur la création de projets de start-up dans ce domaine-là. Voilà, donc, et puis après, là on a un autre sujet, donc si vous vous souvenez de la présentation de Samuel Vergès de ce matin, où il disait qu'effectivement, à l'hôpital, lui, il n'avait pas de salle, et il avait un peu du mal à mettre en œuvre le milieu hypoxique. On travaille avec eux pour imaginer qu'on puisse développer sur le site de la Brunnerie, effectivement, une offre de salle hypoxique mutualisée, qui permettra aussi bien à la fois aux chercheurs de venir faire leur manipulation dans un environnement normalisé, et puis peut-être aussi à des praticiens, quand les protocoles qui sont liés à ce que Sam a expliqué précédemment sur la rééducation des accidents cardiovasculaires, sur les AVC, etc., seront plus au point d'offrir des services dédiés à ce type de pratique. Voilà, et du coup, là, est-ce que vous avez des questions là-dessus auxquelles je puisse répondre avec la schématique. Alors, je ne vous parle pas de tout ça, en fait, parce que, comme vous voyez ici, on est sur une problématique de services aux entreprises, et puis, de ce côté-ci, on est plutôt dans un certain nombre de services qui sont plus destinés aux collectivités. C'est globalement tout le travail d'accompagnement qui a été fait par les équipes sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sur la labellisation ou l'animation d'espaces d'hébergement d'entreprise, enfin, tout ce qui a été fait en amont et qu'on pourrait effectivement, entre guillemets, mettre à disposition d'autres collectivités. Vous êtes prêt à accueillir des projets d'installation de dispositifs techniques, technologiques dédiés à un thème de recherche appliqué donné dans le domaine du sport ou de l'humain et du sport? Oui, bien sûr. Donc sur le plateau technique... Alors attendez, c'est pas un plateau technique ouvert. Quand là je parle de la partie hypoxie, c'est qu'on a identifié un cadre, d'accord, et qu'on va rester entre guillemets dans ce cadre. On est en train de travailler, on a lancé une étude de faisabilité sur ce dispositif, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que l'ensemble de ces offres, elles reposent sur la logique en fait, de business unique, c'est-à-dire que les choses doivent s'équilibrer. C'est pas le Pays Voironnais qui va financer à fond perdu. Voilà, d'accord. Et effectivement, si dans la même idée que on travaille avec le laboratoire HP2 de Sam, vous avez une autre idée, une autre démarche, on peut discuter, effectivement, regarder comment on organise, comment ça se traduit aussi en service pour les entreprises. Parce que sur l'hypoxie, l'idée, c'est aussi de faire le lien avec une ou plusieurs entreprises qui vont s'approprier des protocoles, qui vont... voilà, quoi. Serge. Ah ouais. Voilà, alors effectivement, dans la conception, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour ce genre de choses, c'est exactement ce que vient de décrire Serge, c'est-à-dire que n'importe quel promoteur aurait fait 3 niveaux de bureau à 3 mètres chacun. Okay, nous, on dit non, attention, là, sur le premier niveau, il faut prévoir qu'il y ait à la fois un peu de hauteur pour faire du stockage, un peu d'atelier, de la paillasse. On a prévu des gaines d'extraction pour des gaz qui pourraient pas être traités de cette manière-là, et ainsi de suite, le niveau de puissance électrique. Enfin, vous voyez, donc, effectivement, je dis, c'est pas un plateau technique tel qu'on peut l'imaginer à certains endroits où on dit, bah, tout est prêt, vous venez vous poser, etc. Et c'est la vocation du site d'être un plateau technique. Là, c'est pas la vocation du site. C'est effectivement, là, il y a un exemple avec l'hypoxie. Si vous avez d'autres exemples dans d'autres domaines, on réfléchit. Et effectivement, s'il y a un lien avec une activité qui se pratique pas loin et qu'il fait sens que vous puissiez vous rapprocher d'utilisateurs, effectivement, ça pose au contraire. Il faut qu'on se voit après. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vais revenir à
à ça, et je vais passer à la phase 2. Voilà. Donc ça c'est la schématique aujourd'hui du Living Lab telle qu'elle est envisagée. Vous arrivez mieux à lire là ou c'est toujours aussi compliqué? C'est mieux là? D'accord. Ouais, mais j'arrive pas à le... Alors, attendez, je vais réessayer. Ouais, j'espère que ça va rester et que je ne vais pas le perdre. Bon, on recommence. Allez, voilà. Et je ne touche plus, c'est promis. Donc, la petite histoire du Living Lab, donc, elle est partie de l'étude de définition. Derrière, nous, on a fait faire un diagnostic et une espèce d'inventaire qu'on a copiloté avec Sporaltech et qu'on a fait faire par la Cité du Design de Saint-Étienne. Et puis, au final, une fois qu'on a fait ça, pour bien comprendre ce qu'était un Living Lab, parce que nous, c'était pas très clair dans notre esprit, il a fallu qu'on se dise, bon, ok, maintenant on sait ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Et là, du coup, on a confié un travail avec le soutien de l'ARDI, qui est l'agence de la région Rhône-Alpes maintenant. On a confié un travail à un bureau d'études qui nous a accompagnés et qui a fait, lui, un diagnostic territorial pour dire, ok, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, comment vous allez vous positionner, et en utilisant bien évidemment le premier travail qui avait été fait par la Cité du Design, et qui nous a fait une proposition qu'on a un peu poussée parce qu'on y croyait, mais du coup le constat de cette étude, c'était de dire, en fait, sur le site, il n'y a pas de lieu de pratique vraiment emblématique. Beaucoup de Living Lab dans le monde du sport se développent autour de lieux de pratique emblématiques. Je prends un exemple, les gens de Chamonix avec OSV, qui a été évoqué tout à l'heure par Malek, ont dit, nous on va faire un Living Lab montagne, parce qu'on a le Mont Blanc, on a les pratiquants, on a les touristes, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Donc vous voyez, habituellement, les Living Labs se développent autour de cette caractéristique-là. Et nous, à Voiron, on n'a pas le Mont Blanc, on n'a pas de grands équipements charismatiques qui nous auraient permis et qui auraient justifié qu'on puisse développer un Living Lab. Donc du coup, on a changé de fusil d'épaule, et du coup on a dit, mais plutôt que de mettre le lieu de pratique au centre du Living Lab, on va changer, on va switcher, et on va mettre les méthodologies d'usage. Parce qu'après, une fois qu'on a effectivement un lieu pour pratiquer, il faut aller faire un travail scientifique. Et c'est d'ailleurs, au passage, le Living Lab de Cham, je pense qu'aujourd'hui, il existe, mais que sur le papier, parce qu'en fait, derrière, ils ne sont pas arrivés à accrocher à ça des méthodologies et des moyens techniques qui leur auraient permis d'aller plus loin dans la démarche. Donc du coup, on a dit, on va mettre les méthodologies au milieu, au centre, au cœur du dispositif, et on va trouver ces méthodologies. Donc du coup, on s'est rapproché de l'Université de Grenoble, d'abord de Philippe Manin qui était là ce matin, puis après Philippe nous a envoyé à Fabrice, et puis Fabrice nous a accroché à Innovax et à Daniel et à Dominique, et du coup on a dit, oui, effectivement, on a plein de choses à faire ensemble, et on va mettre la partie Method for Change dont il vous a parlé à peu près toute la journée. Non, pas encore? Pas du tout parlé. La charité ordonnée commence par soi-même, mon cher. Et du coup, on est en train de discuter d'un contrat de recherche avec Innovax pour qu'on puisse effectivement disposer des outils et les mettre en œuvre sur le Living Lab de la Bruni. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce Living Lab, il n'est pas ancré sur un site. Il pourrait très bien se projeter, je ne sais pas où, à Chamonix, il pourrait très bien se projeter, on a parlé tout à l'heure de ski de randonnée, on pourrait très bien utiliser les méthodologies liées à Method for Change pour aller faire exactement le même travail qui a été fait dans l'univers du ski de randonnée aujourd'hui. Et voilà, donc si vous voulez, ça c'est ça l'idée. Et puis après, les équipements techniques, on va en faire certains sur le site, on va trouver des partenaires privés, on va trouver des centres techniques. On a discuté avec nos amis du CRIT, et effectivement, parmi les équipements techniques nécessaires pour faire du contrôle, l'évaluation, de la mesure, ou je ne sais quoi, nous, on ne va pas le faire, nous, parce que ce n'est pas notre métier, donc on va s'adresser à d'autres. Et puis après, les espaces dédiés, on a évidemment le site de la Brunnerie, et puis après, n'importe quel autre site de pratique, on pourrait très bien aller faire un travail, je ne sais pas moi, sur les gens qui montent à l'Alpe d'Huez depuis Bourdoisan tout l'été, quoi. Ils sont globalement 2000 à monter tous les jours là-haut, quoi. Donc c'est quoi leur pratique, etc. Donc on peut aller très loin dans cette démarche-là.
Et puis après, là où est notre vrai métier, notre deuxième vrai métier, donc le premier, c'est effectivement d'avoir les compétences, de disposer des compétences autour des méthodologies. Et notre deuxième vrai métier, c'est celui de la gestion des panels, la gestion du community management, c'est comme ça qu'on dit, hein? On peut? D'accord? Voilà. Et du coup, là, effectivement, il va falloir qu'on travaille fortement là-dessus. Parce qu'en fait, si on ne maîtrise pas la partie technique, c'est pas de notre métier, les lieux, on va pouvoir se déplacer. Il va falloir quand même qu'on ait une offre un peu consistante à proposer. Donc on va avoir une temps mort, il faut que j'arrête, d'accord? Donc on va avoir la maîtrise des méthodologies et effectivement la maîtrise du community management qui va nous permettre d'offrir à des clients potentiels des solutions toutes prêtes pour aller travailler sur les questions liées aux usages de leurs produits avec des utilisateurs. Très bien, merci.